La vente, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, pas vrai? Et si je te présentais un moyen de ne plus avoir à vendre, qu'est-ce que t'en dis? Bon, je vais aller directement au fait, ce moyen, c'est de créer une offre tellement irrésistible que ton client ne peut juste pas dire non. Et dans ce troisième épisode de la série Indépendance, je vais te présenter comment créer cette offre et la framework exacte que j'utilise moi-même pour créer toutes mes offres et les offres de mes clients. Je t'avoue que j'ai quand même beaucoup hésité à publier cette vidéo, parce que je sais que c'est une framework qui m'a pris des années à construire. Et j'ai très bien qu'il y a certains gourous qui pourraient vendre cette framework comme une formation à facilement plus de 3 000 euros. Et ça, je sais parce que j'en ai été témoin. Des formations à 3 000 euros qui apportent très peu de valeur et qui, dans son contenu, n'ont rien de concret. Et c'est justement parce que j'en peux plus de ce genre de gourous qui vendent des formations à 3 000 euros où il n'y a rien dedans que je fais cette vidéo. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je publie cette vidéo et que je puisse donner les frameworks concrètes, les frameworks qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir développer une offre. Donc pour faire simple, je vais juste tout donner gratuitement. Bon, très bien. Allons directement au cœur du sujet en commençant par la framework de l'offre. Alors en tout premier lieu, on va voir la structure de l'offre. La structure de l'offre, elle va se développer en 5 piliers principaux. Dans le cœur de l'offre, on va premièrement faire une description du produit. Là, on va décrire ce qu'on fait, dans quel but on le fait, quel genre de produit ou service on va vendre. Ça va juste être une description simple pour que quelqu'un puisse juste savoir ce qu'on fait, juste en lisant cette petite phrase. Ensuite, en second, dans le cœur de l'offre, on va avoir le point différenciant ou alors la nouvelle opportunité. Le but, et c'est un sujet très complexe, c'est qu'on puisse se démarquer des concurrents. C'est que quand on va aller voir un client, que le client peut se dire, tiens, j'ai jamais vu ça avant. Tiens, j'ai déjà, par exemple, si on vend des leads, pouvoir trouver une nouvelle opportunité, ça va faire en sorte qu'un client qui a déjà testé des leads et qui a été déçu, va pouvoir se dire, ah, c'est pas pareil que des leads, ouais, c'est vrai. C'est pas exactement la même expérience que j'ai eu la dernière fois. Du coup, vu que c'est pas la même expérience, j'ai pas la douleur passée que j'ai eue avec mon ancienne expérience, étant donné que ça a été raté. Le but, c'est de créer une nouvelle opportunité ou de changer l'angle par lequel on va vendre notre service ou produit. Et quand on fait ça, ça va permettre de se détacher de tout le monde. Et là, il n'y aura plus de comparaison possible avec un concurrent est moins cher, un concurrent le fait mieux, un concurrent le fait plus vite. Là, ce sera juste un truc où vous serez, entre guillemets, seul à le faire. Alors, ça n'a pas besoin d'être un truc complètement révolutionnaire. Le but, c'est de pouvoir changer l'angle de perception, de pouvoir communiquer et appuyer sur un point précis pour pouvoir se dire, ça, c'est ma nouvelle opportunité. Je fais principalement comme ça. Pour donner un exemple rapide, parce qu'on n'aura pas le temps de faire des exemples pour tout, ce sera sûrement une autre vidéo. Ma nouvelle opportunité à moi, c'est d'utiliser la psychologie humaine dans tous les aspects du business. Il y a forcément d'autres personnes qui utilisent la psychologie humaine, d'accord? On en voit beaucoup qui utilisent notamment en vente, mais après ils peuvent l'utiliser aussi pour d'autres aspects. Mais mon truc, c'est que j'utilise la psychologie humaine dans chacun des aspects du business. Ce qui fait que je communique que je fais ça, et quelqu'un qui a déjà voulu commencer un business avec un autre gourou, il va peut-être me voir et dire, tiens, la psychologie humaine, j'avais jamais testé de l'appliquer partout. Peut-être il l'a appliqué quelque part, il l'a appliqué en vente par exemple, c'est le plus commun, mais il l'a peut-être pas appliqué partout, il l'a peut-être pas appliqué dans ses offres, dans la définition de son client idéal, dans son acquisition client, dans son marketing, il a peut-être pas tout appliqué. Et donc là, il va se dire, bah ça sera pas la même chose, c'est une nouvelle expérience, et peut-être que je vais pouvoir réussir avec celle-là. Donc c'est ça quand on fait une nouvelle opportunité ou point différenciant. Et donc la dernière étape du cœur de l'offre, ça va être ce qu'on appelle l'équation de la valeur. L'équation de la valeur, ça va être une équation simple qui va déterminer le taux de valeur qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Donc cette framework, c'est la valeur qui est égale au résultat fois l'importance de ce résultat. Donc à quel point c'est important pour lui d'avoir le résultat désiré. Ensuite, on multiplie par ça la perception de réussite, d'accord, la probabilité perçue de réussite. Donc c'est-à-dire là à quel point le client va se dire c'est sûr qu'en venant avec eux, c'est sûr qu'en venant dans son business, je vais pouvoir réussir. Donc ça, c'est la probabilité perçue de réussite. Ensuite, on va diviser le tout par le délai et les efforts et sacrifices. Ça, c'est une framework simple. Donc là, voilà, en utilisant des maths basiques, on voit que plus le résultat désiré est haut, ça veut dire que le client le désire beaucoup, plus c'est important pour lui qu'il l'ait, plus il a une grosse probabilité perçue de réussite en venant chez vous, moins il a de délai et moins il a d'efforts et sacrifices à faire, plus l'offre va avoir de valeur. Et donc c'est ça le but de l'équation de la valeur. C'est de pouvoir avoir une idée d'où est-ce qu'on se place au niveau de la valeur qu'on apporte. Donc évidemment, pour chacune de ces composantes, on va se poser des questions. Voilà, pour le résultat désiré, on va dire quel est le résultat que le client veut le plus. Pour l'importance, on va dire à quel point c'est important qu'il ait ce résultat et qu'il l'ait maintenant. Ensuite, pour la probabilité perçue de réussite, on va se dire comment on fait pour que le client se dise c'est sûr qu'en venant avec eux, je vais pouvoir réussir. Voilà, donc là, généralement, c'est genre des certifications, c'est parce qu'on l'a déjà fait avant, c'est parce que, par exemple, j'ai déjà fait pour mon business. Ça peut être toutes les choses comme ça, mais c'est vraiment des preuves concrètes. Là, on cherche vraiment de la preuve sociale, par exemple. Ensuite, pour le délai, ça va être en combien de temps on va délivrer notre résultat.
Et d'ailleurs, si on délivre le résultat sur un certain temps, donc un temps qui va être assez long, par exemple, je sais, un 3 mois et plus, là, on va essayer de trouver ce qu'on appelle des mini-victoires. Donc les mini-victoires, ça va être des genres de paliers, des genres de jalons par lesquels le client va passer. Donc le but, c'est que le client, il ait des résultats tôt pour pouvoir le faire rester et pouvoir faire baisser le taux de chute. Donc le taux de chute qui est, par exemple, quand un client va partir. Et ensuite, on a les efforts et sacrifices. Donc là, c'est qu'est-ce que ton client va devoir faire qu'il n'aime pas ou qu'est-ce qu'il ne va plus pouvoir faire qu'il aime. Donc là-dedans, on va aussi comprendre tous les éléments qui vont changer sa routine. Par exemple, si jamais tu dois le prendre en call pendant 1 heure par semaine, ça c'est toujours 1 heure qu'il va perdre pour pouvoir travailler par exemple sur son business. Et tu vas quand même lui prendre 1 heure. Même si au final, sur le long terme, ce sera bénéfique, sur le moment, ça reste un effort qu'il va faire pour se présenter au call chaque semaine pendant 1 heure. Très bien. Bon, du coup, on en a fini avec le cœur de l'offre. Maintenant, on peut passer à la deuxième étape qui va être la structure de prix. Alors, pour la structure de prix, ça va se faire en 2 étapes. On a la première étape, l'étape A, qui va être de rendre la structure de prix attractive. Donc là, le but, c'est de pouvoir structurer le prix pour que ce soit attractif aux yeux du client. Voilà. Par exemple, on peut mettre gratuit. C'est une possibilité et c'est d'ailleurs l'offre la plus attractive. Ensuite, on peut mettre à la commission, par exemple. La commission, ça va être quelque chose où le client va se dire, bah, j'ai pas besoin de mettre de l'argent avant, donc du coup, je prends moins de risques. Ça fait qu'on a une plus haute valeur perçue car on a aussi moins de risques. Ensuite, on peut par exemple faire une remise ou une promotion. Voilà, on dit bah, par exemple, on vous enlève 20% sur les tant de premiers clients par exemple, ou alors on vous enlève tant d'euros directement pour pouvoir faire une remise ou promotion et là rendre la structure de prix attractive. Et la dernière structure de prix, celle que je préfère, c'est faire du premium. Premium, ça signifie haut prix, haute valeur. Donc là, on se dit, bah, on va mettre un très haut prix, d'accord? Ça va être très cher. Par contre, derrière, tu auras toute la valeur nécessaire pour réussir. Et ça, c'est peut-être un peu plus compliqué à vendre, mais derrière, on a plus de marge. Derrière, nos clients sont plus contents, on délivre plus de résultats. Et pour moi, ça reste le meilleur modèle à faire. Donc quoi qu'il en soit, ça reste juste une histoire de positionnement. Il faut savoir se positionner suivant nos forces et nos faiblesses. Si jamais on sait bien vendre, par exemple, du premium va pouvoir apporter plus de marge, plus de résultats, et donc après un meilleur business, un business plus sain. Par contre, si on est moins bon en vente, peut-être considérer une autre promotion où on va peut-être enlever un petit peu de notre marge, ou alors on va plus prendre de risques en avant de la personne. Je pense par exemple aux commissions. Là, ça va beaucoup aider. Donc là, ça reste juste une histoire, encore une fois, de positionnement, et il faut vraiment choisir ce qu'on peut faire pour rendre la structure de prix attractive. Ensuite, en B, on a la flexibilité de paiement. Flexibilité de paiement, d'ailleurs, c'est optionnel. Voilà. Ça reste mieux, encore une fois, si jamais on a besoin d'éléments pour le closing, mais ça reste optionnel. Donc, c'est-à-dire, on peut faire par exemple un paiement en plusieurs fois, qui soit sans frais ou avec frais. On peut dire que le client peut nous payer un acompte au début et le reste une fois le résultat délivré. C'est des choses qui sont possibles, mais le but c'est de pouvoir être un petit peu flexible sur le paiement. Parce que l'une des plus grosses objections qu'on va avoir, tout dépend encore une fois de notre marché, mais ça va être j'ai pas l'argent. Et sur j'ai pas l'argent, il faut pouvoir avoir des possibilités de flexibilité pour pouvoir permettre au client, au prospect, de pouvoir se payer notre offre et de lui apporter le résultat qu'on veut lui apporter. Voilà, alors maintenant pour la structure de prix, c'est terminé. Maintenant, on va arriver sur un gros chapitre qui est les garanties. Les garanties, toujours ce que je préconise, c'est d'en avoir au moins 2. Voilà. Ça, ça c'est très important. Très important d'avoir 2 garanties. Parce qu'on a souvent des garanties qui vont être faciles. Par exemple, on va mettre un satisfait remboursé sur 14 jours parce qu'on sait que la loi de la vente en ligne oblige une période de 14 jours de rétractation. Ça, il y en a beaucoup qui font ça et ils disent bon bah je mets une garantie, donc très intelligent, je suis d'accord, mais derrière ça apporte pas de la réelle valeur, surtout quand on connaît bien la loi. Donc, au niveau des garanties, on a plusieurs garanties qui sont possibles. Alors, je viens d'en parler, mais on a les garanties satisfait ou remboursé. Donc là, on va dire, bah, pendant tant de jours, vous êtes satisfait ou remboursé. Tout dépend encore une fois combien de temps va prendre votre résultat. Il faut pas vous mettre dans le rouge, mais le but, c'est de dire, en gros, tu peux essayer. Par exemple, si tu mets une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, on te dit, bah, tu peux rentrer, essayer, voir si ça te plaît. Et si ça te plaît, on est tout bon. Et si ça te plaît pas, on te rend tout ton argent, t'as rien à nous dire, t'as pas de compte à nous rendre. Voilà, on te rend tout et tu peux repartir et continuer à vaquer à tes occupations. Donc cette garantie joue un rôle majeur dans le closing, dans chaque business, de pouvoir dire bah tu peux juste essayer gratuitement, juste tu avances l'argent. Et si jamais ça te plaît pas, on te rend tout ton argent. Si jamais t'as pas les résultats que tu veux, on te rend tout ton argent. Ça, c'est quelque chose qui va énormément aider parce qu'une fois qu'on a le cash, après, on peut l'utiliser pour avoir d'autres clients et ensuite pouvoir rembourser le client. Ensuite, le deuxième type de garantie qu'on va voir, c'est le type de garantie qui va être inconditionnel. Alors, les garanties inconditionnelles, c'est une garantie où il n'y a pas de condition pour que la garantie soit active. Par exemple, si en tant de jours, notre client n'a pas tel résultat, alors on fait telle action.
C'est juste ça une garantie inconditionnelle. Et ça va être très différent des garanties qui vont être cette fois conditionnelles, le troisième type de garantie. Parce que les garanties conditionnelles, il y a une condition pour que la garantie soit active. Donc là, et c'est d'ailleurs l'une de mes garanties préférées parce que ça va, entre guillemets, obliger notre client à faire les actions nécessaires pour qu'il puisse réussir. Donc là, le but, c'est qu'on va dire si en tant de jours, notre client n'a pas tel résultat, alors on fait telle action. Mais par contre, notre client doit faire telle action, telle action, telle action. Et le but, c'est donc telle action, telle action, telle action, c'est les conditions pour que la garantie soit active. D'accord? Le but, c'est que ces conditions-là soient les actions précises où on se dit, c'est sûr que si notre client fait ça, notre client va pouvoir réussir. C'est sûr que si jamais il suit toutes ces étapes, on va pouvoir lui apporter le résultat qu'il veut vraiment, il va être content et donc la garantie ne va pas arriver. Donc voilà, donc on met évidemment un tel résultat, donc le but c'est d'atteindre ce résultat. Par exemple, si on dit notre client doit faire voilà, un ROI de 2, ok, on se dit bah tiens, si en 90 jours notre client n'a pas un ROI de 2, alors on le rembourse totalement et on continue à travailler avec lui jusqu'à temps qu'il ait son ROI de 2. Ça c'est une très bonne garantie d'ailleurs. Et après on va dire, par contre, notre client doit faire 50 appels de prospection par jour. Notre client doit être présent à tous les appels. Il doit être investi dans son projet. Voilà, on va pouvoir dire plusieurs choses qui vont pouvoir le pousser à faire les actions nécessaires pour atteindre ce ROI de 2. Très bien, donc pour les garanties, on est bon. Maintenant, on va aller à l'avant-dernier point qui sont les leviers psychologiques. Voilà, justement, j'avais précisé tout à l'heure que j'utilisais la psychologie dans chacun des aspects de mon business. Eh bien, on y est. Donc là, il y a plusieurs aspects, plusieurs leviers psychologiques qu'on va pouvoir utiliser. Donc, premièrement, on va avoir la rareté. Alors, la rareté, voilà, très connue, c'est évidemment une fonction de quantité. Donc, à ne pas confondre avec le prochain point, je spoil un peu, qui va être l'urgence. Mais en gros, c'est une fonction de quantité. C'est-à-dire, on va se dire, par exemple, j'ai tant de places disponibles. J'ai tant de bonus disponibles. Mais là, le truc, c'est se dire, j'en ai tant. Pas si disponible pendant tant de temps. Ça va être après, ça va être l'urgence. Mais se dire, j'en ai tant. J'ai un certain nombre, j'ai une certaine quantité et je peux en donner que cette quantité-là. C'est ça le but de la rareté. Donc évidemment, on n'a pas besoin de mentir sur la rareté et même sur l'urgence. Si je te donne 100 clients demain, est-ce que tu peux les prendre? Donc ça veut dire que tu as forcément, en tout cas pour les services, un point où tu peux plus prendre de clients pour le moment. Donc ça va être ça ta rareté. Par exemple, si tu peux prendre que 5 clients dans le mois pour délivrer un service de qualité, je vais dire bah tiens, voilà, j'ai 5 places maximum de disponibles. Et ça suffit à créer de la rareté, parce que le client va se dire, bah, ça veut dire que là, s'il prend 5 clients, s'il arrive à trouver ces 5 clients, peut-être même qu'il en a déjà, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de place pour moi. Et si vous avez bien présenté votre opportunité, si vous savez que vous apportez un service de qualité, les clients s'arracheront les places. C'est tout. Très bien. Donc voilà, j'ai un petit peu spoilé, mais le deuxième, c'est l'urgence. L'urgence, ça va pousser les gens à l'action et pour qu'ils le fassent maintenant. Donc ça, c'est une fonction de temps. C'est une fonction de temps. Donc c'est-à-dire là, on va dire, bah voilà, c'est disponible, par exemple, l'offre est disponible pendant tant de temps. Ok. On va pouvoir dire que les bonus sont disponibles pendant tant de temps. Il va falloir leur dire qu'il faut qu'ils prennent cette opportunité maintenant parce qu'il y a telle ou telle chose qui se passe, par exemple dans le monde, dans l'économie, et qu'il ne faut pas qu'ils ratent cette opportunité. Voilà, il y a plusieurs choses à dire en fonction de l'urgence, mais c'est une fonction de temps. Donc on a la rareté, fonction de quantité, l'urgence, fonction de temps, et ensuite on va avoir un dernier levier psychologique qui va être le statut. Alors le statut, c'est le statut du client dans ses propres yeux. D'accord? Et le statut, ça va être ce qui va faire que le client va considérer votre offre. Il va se dire, tiens, je considère cette offre, et est-ce que cette offre va m'apporter plus une augmentation de statut ou plus une diminution de statut? Et ça, on considère ça à chaque fois qu'on a une offre. Par exemple, si jamais on se dit, bah voilà, on a un ami qui nous offre d'aller au bar, voilà, parce que ça reste une offre, d'accord? À chaque fois qu'on demande quelque chose à quelqu'un, en fait, on lui fait une offre. Si jamais cet ami nous propose d'aller au bar, on va dire, ok, je vais aller au bar, est-ce que je vais plus m'ennuyer ou est-ce que je vais plus m'amuser? Si on s'amuse, on va avoir une augmentation de statut, d'accord? Parce qu'on a plusieurs catégories dans le statut. Donc on a la première qui est l'intelligence, ensuite on a le pouvoir, ensuite on a la fortune, ensuite on a le style, la joie et le bonheur, et l'apparence physique. Ça, c'est les 6 principales catégories où on peut voir des augmentations ou diminutions de statut. Par exemple, si jamais quelqu'un vous demande d'être son petit copain ou sa petite copine, d'accord? Ça va être quelque chose où vous allez considérer dans votre tête, est-ce que ça va augmenter mon statut? Est-ce que je vais être plus heureux? Ou est-ce que je vais paraître intelligent? Ou alors est-ce que être à côté de cette personne-là, ça va faire en sorte que je paraisse avoir plus de pouvoir?
Et ça va être des choses qui vont tout le temps changer. Et même dans les partenariats de business, on va considérer souvent, est-ce que ça va augmenter ma fortune? Est-ce que ça va augmenter mon pouvoir? Et à chaque fois qu'on voit une augmentation, on va se dire, tiens, cette offre est pas mal. Par contre, quand on voit une diminution, là, on va devenir réfractaire à prendre cette offre. Donc là, dans les leviers psychologiques, en fait, on va avoir la rareté et l'urgence qui vont permettre au client de se dire, il faut qu'il prenne action maintenant. Et on a le statut qui va juste lui permettre de dire, bah, est-ce que je dois prendre action ou non? Et le but, c'est que pour chaque diminution de statut qu'on va avoir, qu'on essaye de contrer cette diminution de statut. Là, on va le faire avec la prochaine étape. Je tiens à dire qu'il y a certaines diminutions de statut où on ne pourra rien faire. Par exemple, si la personne doit payer votre service, elle doit payer votre service. Voilà, j'ai une diminution de statut au niveau de la fortune parce qu'il doit payer mon service maintenant. D'accord? Donc c'est une diminution de statut court terme. Même si sur le long terme, ce sera une augmentation de statut parce qu'il va peut-être gagner plus d'argent, il va peut-être avoir un meilleur physique si c'est du coaching sportif par exemple. Mais là, pour l'instant, à l'instant T, il va perdre de l'argent et il se dit si ça marche pas, je vais paraître con, en gros. Et le but, c'est qu'on puisse contrer ces diminutions de statut-là. Donc là, s'il doit payer votre programme, évidemment, il doit le payer. C'est tout. Donc là, on ne pourra pas contrer cette diminution de statut. Par contre, on va peut-être pouvoir trouver d'autres choses qui vont faire en sorte que ce sera plus facile pour le client de considérer l'offre et de pouvoir la prendre. Donc ça, c'est au niveau des leviers psychologiques. Maintenant, on a la dernière étape, et je vais la développer un peu plus après. C'est une grosse étape, c'est l'étape des bonus. Les bonus, ça va être tout ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir monter la valeur de notre offre. Le but, c'est qu'on ait une offre qui ait tellement de valeur. Et honnêtement, hein, à chaque fois qu'un client crée une offre, à chaque fois que je crée une offre, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir 10 fois plus de valeur dans l'offre que je crée que ce que je la fais payer au client. Le but, c'est que si le client paye 1000 euros, on ait au moins 10 000 euros de valeur dans notre offre. Donc là, ça va être principalement avec ces bonus-là qu'on va pouvoir augmenter la valeur et qu'on va pouvoir ce qu'on appelle stacker la valeur. Stacker en gros qui veut dire empiler, et donc on va empiler la valeur pour avoir de plus en plus de valeur. Donc là, on va pouvoir parler un peu plus des bonus. Donc en premier, on a les produits informatifs, donc ça va être tout ce qui va être e-book, vidéo et tout ça. Donc là, le but, c'est d'en avoir maximum 2. D'accord? Si on a plus de 2, notre client va se retrouver perdu. Imaginons, on lui file 10 e-books, jamais il va les lire. La probabilité qu'il les lise va être très très faible. Ça va faire qu'on va diminuer notre expérience client, on va avoir une moins bonne expérience client, et le client va être moins satisfait, va pouvoir moins prendre de valeur. Donc le but, c'est d'avoir maximum 2 produits informatifs. Ensuite, on a les outils. Là, les outils, ça va être tout ce qui va aider ton client à faire quelque chose. Par exemple, ça peut être un tableur sur Excel. Ça peut être un autre outil qui va l'aider à faire telle ou telle tâche. Le but, c'est de mettre des outils pour pouvoir assister ton client dans son accompagnement, dans sa tâche. Ensuite, la troisième catégorie, c'est des Done for You services. Donc là, Done for You, ça veut dire fait pour toi. Donc ça va être tout ce qu'on va pouvoir apporter à notre client, on va le faire pour lui. On peut leur apporter des bonus, par exemple, je ferai ta prospection. Ou par exemple, j'irai te chercher des clients, ou je mettrai en place ça, ou je mettrai en place telle campagne, ou je ferai de la création de contenu. Mais en gros, c'est quelque chose qu'on va faire pour le client, sans que le client ait rien à faire. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est le support. Donc, le support, c'est comment est-ce qu'on va apporter du support à nos clients. Est-ce qu'ils ont un support constant par message, par WhatsApp par exemple? Est-ce qu'on a support par mail? Est-ce qu'on a une hotline disponible de 9h à 17h, 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 pour qu'ils puissent nous appeler à tout moment? Voilà, c'est des choses qui sont disponibles, mais on doit pouvoir trouver quel genre de support on va apporter à notre client. Voilà. Et avec aussi les durées. Par exemple, 7 jours sur 7, 24 jours sur 24, ou même de 9h à 17h, ou 5 jours par semaine. Voilà. Ça reste des choses à voir, mais on va savoir comment apporter du support, comment apporter un soutien à notre client. Et du coup, la dernière catégorie, c'est la catégorie des accès. Donc là, quel genre d'accès va avoir notre client en prenant notre offre? On peut par exemple lui offrir un accès à une communauté ou un accès à un network. C'est des choses qui sont possibles. Mais le but, c'est qu'il puisse se dire, en rentrant là-dedans, je vais pouvoir avoir accès à des choses où j'aurais pas pu autrement. Et ça va déjà augmenter son statut, mais ça va énormément augmenter la valeur de l'offre. Après, il y a un truc que je rajoute souvent, c'est la catégorie autre. Parce que des fois, il y a des trucs, on ne sait pas où les caler. Par exemple, si on propose un gros service en plus, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et on veut le mettre dans les bonus, mais on ne sait pas trop où le caler. On peut toujours le caler dans la catégorie autre. Voilà, c'est un petit peu la poubelle, mais avec des bons services. Voilà. Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir les catégories pour les bonus, mais comment est-ce qu'on va créer ces bonus-là? Alors pour ça, il y a plusieurs étapes, il y en a exactement 7. Donc là, la première étape, c'est d'identifier le résultat désiré, le résultat que ton client veut le plus. Donc là, on en prend un et on se dit, c'est le résultat que notre client veut le plus. Du coup, là, ce qu'on veut, c'est vraiment identifier le résultat désiré principal. On en choisit un. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de lister tous les problèmes pour arriver à ce résultat désiré.
Donc là, on peut avoir des problèmes qui vont être liés à notre solution. Par exemple, on a les efforts et sacrifices que le client devait faire. Voilà. Là, on va pouvoir les noter. Par exemple, s'il doit faire un call par semaine avec nous, un problème peut être j'ai pas le temps de faire les appels une fois par semaine, d'une heure. Ça peut être un problème. Ensuite, on peut en avoir plein d'autres. On peut avoir des problèmes qui sont par exemple pas liés à notre solution. Voilà, s'il a des problèmes extérieurs qui viennent jouer, on va pouvoir essayer de créer des bonus pour pouvoir pallier à ces problèmes. Alors là, je tiens à le préciser, c'est que la première étape, on identifie le résultat désiré que le client veut, et la deuxième étape, ça va être vraiment de lister tous les problèmes. Ensuite, l'étape 3, ça va être de trouver une solution à chaque problème. Donc là, c'est très simple. Le but de la solution, c'est pas de trouver directement le moyen de délivrer cette solution, mais juste de trouver la solution. Et là, pour faire ça, on va juste marquer comment et l'inverse du problème. Par exemple, si le client nous dit j'ai pas le temps de faire un appel par semaine d'une heure, on va pouvoir dire par exemple comment avoir le temps de faire un call par semaine avec nous. Voilà, par exemple. C'est un truc très simple, mais en gros, on va mettre juste comment et l'inverse. Il faut se rappeler que si on pose les bonnes questions, on va réussir à trouver les bonnes réponses. Là, le but de cette étape, le but de l'étape 3, c'est uniquement de bien construire sa question. D'accord? Il faut bien réfléchir et dire, ok, quel genre de question je pourrais trouver pour que ce soit une solution au problème. D'accord? Donc là, on va juste, en dessous de chaque problème, marquer, tiens, ça, c'est la solution. Comment? L'inverse du problème. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de trouver un moyen de délivrer ces solutions. Et donc là, d'ailleurs, j'ai dit un moyen, mais le but, ça va être de trouver un maximum de moyens par solution. C'est-à-dire, on va avoir un problème, on va avoir une solution, et le but après, c'est de dérouler énormément de moyens de délivrer pour la même solution. Et donc là, il faut penser à tout. Là, on va mettre toutes les choses les plus folles qu'on peut imaginer. Par exemple, si on reprend l'exemple du gars qui n'a pas le temps pour faire les appels d'une heure avec nous, la solution, c'est comment avoir le temps pour faire les appels hebdomadaires avec nous. Et les exemples, ça peut être des trucs fous. Ça peut être des trucs très simples, comme par exemple aider à réorganiser son planning pour qu'il puisse avoir le temps de se caler juste une heure, ou alors d'avoir des disponibilités le soir, ou alors d'avoir des disponibilités le week-end. Mais ça peut être aussi des trucs fous, comme prendre l'avion, aller chez lui pour pouvoir manger avec lui le midi pendant une heure, et avoir la réunion pendant qu'on mange. Donc ça peut être vraiment des trucs vraiment fous. Là, le but, c'est vraiment d'imaginer toutes les choses que tu pourrais faire pour pallier à ce problème. Et réfléchis pas encore si tu le ferais pas, parce qu'évidemment, prendre l'avion pour aller chez lui, pour aller manger avec lui et faire la réunion, c'est pas quelque chose qu'on serait prêt à faire. C'est pas quelque chose que je serais prêt à faire, c'est pas quelque chose que tu serais prêt à faire, c'est pas quelque chose que n'importe qui serait prêt à faire. D'accord? Le but, c'est de quand même le noter. Le but, c'est qu'on se mette pas des barrières, qu'on puisse vraiment laisser notre cerveau juste imaginer les choses les plus folles pour pouvoir lister tout ce qu'on a en tête. D'accord? Et après, on va voir comment on va trier. Donc, j'ai encore une fois un peu spoilé, mais la cinquième étape, c'est de pouvoir trier. Là, on va trier qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire. D'accord? Et aussi, qu'est-ce qui vaut pas le coup. Donc, déjà, le but, ça va être d'évaluer les solutions. Est-ce que ces solutions ont un haut coût de production? Par exemple, si on va aller voler jusque chez lui juste pour faire une réunion pendant une heure pendant sa pause du midi, ça va être un truc qui va avoir un coût énorme de production. Ça va avoir un coût élevé pour nous, en fait. Donc, c'est ça qu'on va savoir. Est-ce que ça a un coût élevé pour nous ou est-ce que ça a un bas coût pour nous? La deuxième chose qu'on va vouloir savoir, ça va être est-ce que ça apporte une haute valeur ou est-ce que ça apporte une basse valeur. Là, par exemple, lui permettre de faire les réunions pendant qu'il mange, ça va être quelque chose qui va lui apporter beaucoup de valeur. Par contre, d'après, est-ce que le déranger pendant sa pause déjeuner, ça va apporter beaucoup de valeur? Ça, on ne sait pas, il faut plus réfléchir. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a le niveau de valeur qu'on apporte et qu'on a le niveau de coût qu'on a, on va pouvoir trier ces solutions. Le but ici, c'est toutes les solutions qui ont peu de valeur, on va les virer. On veut pas des bonus qui apportent juste un peu de valeur. On veut que tous nos bonus apportent une valeur énorme. D'accord? Donc le but, ça va être que chaque bonus, limite on peut le vendre en tant qu'une offre séparée. D'accord? Ça va être un bonus qui va apporter énormément de valeur. Et là, je parle pas juste d'un e-book, je parle vraiment d'un truc où on peut vendre par exemple un service entier, un accès à une communauté énorme. Je parle vraiment de gros, gros bonus. D'accord? Des bonus qui apportent de la réelle valeur. Et ensuite, on va voir toutes les solutions qu'on n'est pas prêt à faire. Voilà. Qui apportent énormément de valeur, mais qui nous coûtent aussi très cher. Et on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel genre de bonus moindre on pourrait mettre en place pour pouvoir apporter la même valeur tout en diminuant les coûts pour nous? Par exemple, au lieu de prendre l'avion, d'aller jusqu'à lui et de manger avec lui pour faire la réunion, on peut par exemple juste faire un appel visio pour pouvoir faire la réunion pendant qu'il mange. On n'a pas besoin de prendre un avion pour aller jusque chez lui, c'est quelque chose qui est possible évidemment, mais on peut faire un appel visio tout simplement pendant qu'il mange, pendant qu'on mange, pour pouvoir faire la réunion à ce moment-là. Il va pas avoir perdu le temps, et en plus de ça, vous n'aurez pas eu à vous déplacer jusque là-bas. Et donc on va faire ça du coup avec chaque moyen de délivrer. La sixième étape, ça va être le brainstorming final. Donc là, le but de ce brainstorming final, ça va être de se demander, ok, si mon client doit absolument réussir,
quel genre de bonus je pourrais lui apporter pour qu'il ait cette réussite garantie. D'accord? C'est tout ce qu'on peut lui apporter, même toutes les choses, encore une fois, les plus folles. Là, on va repartir dans les folies. Toutes les choses les plus folles qu'on peut apporter, ou même toutes les choses normales qu'on peut apporter, pour pouvoir garantir le succès du client. Et c'est là-dessus, on va brainstormer, on va vraiment beaucoup réfléchir pour essayer d'avoir toutes les idées auxquelles on peut penser. Et on va tout noter, par exemple, sur une feuille. On note tout ce qu'on a. Et ensuite, on va reprendre le même processus qu'avant, c'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les solutions qui ont peu de valeur et on va les virer. Et ensuite, on va prendre toutes les solutions qu'on n'est pas prêt à faire et on va essayer de trouver une version moindre qu'on pourrait faire cette fois. Et donc là, une fois qu'on a ce brainstorming final, on a réussi à avoir énormément de bonus. Voilà, normalement, on devrait en avoir récolté énormément. Voilà, des bonus qui apportent énormément de valeur et des bonus qui nous aident dans la réussite du client. Donc là, la dernière étape, c'est la synthétisation. Donc là, quand on va synthétiser, on va prendre la liste totale de tous les bonus. Ok, on va les mettre par catégorie. Voilà, dans les 6 catégories, on va les mettre. On va voir qu'on a maximum 2 infoproduits, d'accord, maximum 2 produits informatifs. Et ensuite, on va pouvoir les classer dans les autres catégories. Le but pour ces bonus, c'est de pouvoir revenir de temps en temps sur ces bonus et pouvoir ajouter des choses ou en enlever d'autres où on se rend compte que c'est pas forcément utile pour la réussite client. Le but après, une fois qu'on a beaucoup de bonus, ça va être de trier le bruit des choses qui apportent vraiment de la valeur. D'accord? On a beaucoup de choses dans les bonus, on va dire tiens, ça peut être bien, mais dans l'expérience client, comment le client va le percevoir, il va pas vraiment percevoir de la valeur. Ça va plus être quelque chose qui va être superflu et qui va pas vraiment l'aider à avoir le résultat qu'il veut vraiment. Donc ça, c'est les étapes pour avoir les bonus. Maintenant, pour juste imager un petit peu mes propos au niveau des étapes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent là-dessus, le but, c'est d'avoir en premier un problème. Donc on met d'abord un problème, et donc là, on va lister, encore une fois, problème 1, voilà, ensuite on va mettre problème 2, ensuite on va mettre problème 3, voilà. Donc ça, là, on a fait l'étape 2. L'étape 2, c'est ça. Donc évidemment, avant, il faut identifier le résultat désiré, mais voilà, ça va de soi. Donc là, on fait tous les problèmes. Et ensuite, en dessous de chaque problème, là, on va noter, boum, la solution 1, ensuite la solution 2, la solution 3, voilà. Et là, on va faire ça en gros avec toutes les solutions, d'accord? Donc c'est d'abord, on note tous les problèmes, ensuite, on note toutes les solutions, et ensuite, l'étape, ça va être que, bah tiens, pour cette solution, là, on va mettre, voilà, tel moyen de délivrer, délivrer 1, délivrer 2, délivrer 3, et le but, là, ça va être de faire ça pour la même chose. Donc là, tac, pour celui-là, pareil, délivrer 1, délivrer 2, et délivrer 3, et ainsi de suite. Là, le but, ça va être vraiment d'avoir tous les problèmes avant de passer à l'étape. C'est des étapes. C'est-à-dire qu'on ne passe pas à l'étape 3 quand on n'a pas fini l'étape 2. D'accord? Donc d'abord, on cherche tous les problèmes, ensuite, on cherche toutes les solutions, et ensuite, on cherche tous les moyens de délivrer. C'est pas dans l'autre sens. Parce que je vois beaucoup qui cherchent un problème, puis après qui cherchent un moyen de délivrer, puis après ils trouvent une solution, puis ils s'embrouillent. Là, le but, c'est de faire l'étape, donc l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Et bon, ensuite, l'étape 5, 6, 7. Mais bon. Donc là, voilà, c'est vraiment comme ça que ça devrait se passer. Donc on a vraiment le problème 1, le problème 2, le problème 3, et ensuite on va pouvoir développer ça. D'accord? Donc voilà, une fois que tu auras ces bonus, et une fois que tu pourras les ajouter à ton offre, tu pourras vraiment avoir une offre qui va être complète et qui va apporter un maximum de valeur à ton client. Donc là, honnêtement, je t'ai tout donné. Il y a quelques éléments qui viennent aussi d'autres entrepreneurs, je tiens à le dire, d'accord? Il y a certains éléments qui viennent d'Alex Hormozy, par exemple, les garanties conditionnelles, inconditionnelles, ça vient de base de lui. Il y a aussi des éléments qui viennent de Russell Brunson et peut-être d'autres entrepreneurs, et beaucoup viennent aussi de mon expérience et des choses que j'ai testées. Voilà, c'était juste le petit disclaimer que je comptais faire avant qu'il y en ait qui disent «Oh mais tiens, ça je l'ai lu là-bas, ça je l'ai lu là-bas, machin». Il y a des choses, évidemment, les choses qui marchent reviennent. Mais là, quoi qu'il en soit, t'as toute ma framework. D'habitude, ça c'est des choses où les gens payent pour l'avoir. Et là, je donne tout gratuitement. Donc, pas de conneries, utilise cette framework à bon escient. D'accord? Si jamais tu veux créer une offre, utilise-la bien. Et je peux t'assurer que si tu utilises cette framework, crée ton offre, tu vas pouvoir avoir l'offre qui aura le plus de valeur sur le marché. La plupart des gens négligent leur offre. La plupart des gens, quand ils ont une offre, ils vont juste mettre un prix et un service. C'est tout. Regarde, là, le service, c'est la description. Et le prix, bon, ça va même pas être attractif en plus. Donc, ils vont à peine avoir quelques éléments. Toi, tu auras tous ces éléments-là, ces 5 éléments-là, avec tous tes bonus, qui vont apporter énormément de valeur. Et tu auras 10 fois plus de valeur que la plupart de tes concurrents. Donc, voilà, fais pas de bêtises, utilise bien cette framework, et ensuite tu verras que ton offre va pouvoir se vendre toute seule. Non, c'est bien du coup d'avoir une offre qui est toute belle, toute fraîche, voilà, qui va bien se vendre, et on n'aura même pas besoin de la vendre, parce que ton offre sera tellement irrésistible que tes clients vont juste la vouloir. Maintenant, le but, c'est comment
la présenter à tes clients. Comment trouver le genre de prospects qui vont pouvoir accepter ton offre directement. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, qui est le dernier épisode de la série Indépendance, qui devrait être normalement assez long, mais qui va être sur l'acquisition client. Donc, si tu veux être au courant de la sortie de cette prochaine vidéo, je te conseille vivement de t'abonner pour ne pas rater ça. L'acquisition client est l'une des barrières les plus compliquées pour n'importe quel entrepreneur. Mais une fois que tu sais comment faire, tu peux être libre à vie. Donc, abonne-toi, rate pas la prochaine vidéo, et en tout cas, on se voit la prochaine fois. À bientôt.